Bonjour à tous. Moi, je vais vous présenter une présentation pour la SNCF sur les infrastructures à grande vitesse, les LGV, et notamment pour vous donner une première approche des sollicitations dynamiques que l'on rencontre. Alors, au niveau des infrastructures ferroviaires LGV, au niveau du réseau français, il faut savoir qu'on a globalement 28 000 km de lignes, dont 10% sont de lignes à grande vitesse. Cette construction du réseau s'est faite en plusieurs décennies. On a débuté au début des années 1980 et les dernières constructions et mises en service ont lieu en 2017 par les lignes Sud-Europe-Atlantique, les lignes Bretagne-Pays de Loire et la ligne mixte CNM. Au vu de l'ensemble de ces lignes, on a différentes exploitations rencontrées. D'une part, à l'historique, la vitesse de circulation était de 270 km/h. Aujourd'hui, on est sur une vitesse d'exploitation à 320 km/h. Et au-dessus, on a différents mobiles, différents trains qui viennent à circuler sur ces infrastructures. On peut rencontrer soit des trains allemands, des ICE, soit des trains français, bien sûr, des Eurostar et des Thalys notamment. Mais même au niveau des trains français, on peut avoir différentes configurations de trains. Cela étant, l'ensemble de ces configurations de trains ont globalement des caractéristiques géométriques qui permettent des excitations avec différentes valeurs. Ces excitations résultent notamment des empattements de caisses et des dimensions au niveau des bogies. Et on sait par exemple qu'un bogie de 3 mètres, qui est le bogie porteur des différentes caisses, représente à 320 km/h une excitation de l'ordre de 29,6 Hz. Le graphe que l'on voit à droite, c'est une signature d'une accélération verticale au droit d'une rame à 8 caisses, et on voit plus particulièrement que les motrices ont un impact plus significatif, je dirais, que le reste des caisses voyageurs. Et la signature dynamique que vous voyez en dessous, c'est juste pour vous présenter que selon les trains que l'on peut rencontrer, ils ont différentes signatures, et ces signatures résultent notamment de l'empattement et des charges de chacun de ces trains. Donc maintenant, si on décompose un petit peu cette infrastructure linéaire qui est circulée par un mobile, on a des standards de conception et on a notamment deux grandes parties. D'une part, la partie superstructure qui est constituée par la partie que je qualifierais de voie ballastée, rail, traverse, et puis une partie infrastructure qui vient supporter cette partie voie ballastée. Au niveau des décennies, on a pu voir une évolution en termes de constituants. Bon, le rail n'a pas forcément beaucoup évolué, mais au niveau des traverses, on a eu des évolutions, passer des traverses bibloc à des traverses monobloc. Au niveau des systèmes d'attache, on a eu des évolutions, et on a eu aussi une caractérisation assez forte au niveau du ballast, en termes de réponse vis-à-vis des normes, notamment européennes. Maintenant, si on se place au-dessous de cette structure, elle est portée par une infrastructure qui, elle, répond à des standards, notamment géométriques, tracés en plan, profil en long, qui impactent déjà assez fortement l'allure globale de la ligne. Et dessous, les premières couches de cette infrastructure, donc ce qu'on appelle généralement les structures d'assises, sont composées de sous-couches et de couches de forme qui, elles, sont fonction de l'arasse terrassement, sont fonction de la classe de portance que l'on va rechercher au niveau de la plateforme et de la ligne en fonction des apports de matériaux que l'on peut avoir. Donc si on revient au niveau des sollicitations dynamiques apportées par les circulations, on a eu l'occasion au cours des décennies de faire des essais en vraie grandeur sur certaines lignes. Et ce que vous voyez sur la gauche de la présentation, c'est une configuration faite à vitesse 300 km/h sur une ligne à grande vitesse du nord de la France, sur lequel on était venu instrumenter avec des capteurs tridimensionnels à différentes profondeurs pour voir quelle était la réponse de l'ensemble sous ces sollicitations dynamiques. Donc le premier retour qu'on a eu, c'est qu'en termes de réaction au niveau des traverses, on retrouvait assez notablement, je dirais, une valeur de 80 à 90 kN sur chacune des fils de rail, représentant à peu près la moitié de la charge du bogie moteur. Et sur
la partie droite, on voit qu'au niveau des relevés d'accélération, il peut y avoir une certaine dissipation des accélérations, notamment verticales. Donc les trois figures avec les signaux bleus représentent les deux du haut. C'est une accélération verticale au droit d'un blocher et puis celle de droite à 5 mètres de profondeur. Et on voit que globalement, l'accélération verticale passe d'une valeur voisine des 1G, voire 0,8G, pour descendre à des valeurs de l'ordre de moins de 0,1G à 3 mètres de profondeur. Donc on a vu très nettement un amortissement de cette accélération verticale avec la profondeur et avec les couches en présence. Donc, au regard de cela, quand on a vu la partie superstructure et la partie, je dirais, support de la superstructure, la partie structure d'assises, en dessous, on a une partie dite d'ouvrage en terre qui, elle, peut être amenée, de par la configuration du tracé, aussi bien en plan qu'en profil en long, avoir des configurations soit en remblai, bien sûr, soit en déblai, et devoir supporter ou traverser des zones, par exemple, à particularité, que pourraient être les sols supports compressibles. Alors, au niveau des structures d'assises, il faut quand même se le rappeler qu'on a des caractéristiques très fortes et très strictes au niveau des sous-couches et couches de forme, tant au niveau de leur résistance et que de leur granularité, mais aussi au niveau de leur mise en œuvre. Au niveau de leur mise en œuvre, on a des objectifs très stricts qui font que si au-dessous on a des sols supports qui peuvent être compressibles, on se doit d'aller renforcer le sol ou trouver une solution permettant d'atténuer ces tassements. Sachant qu'au niveau de nos référentiels, les tassements maximum admissibles au niveau d'une section courante sont de l'ordre de 10 cm à une vitesse de 1 cm par an, et cela au maximum pendant 25 ans. Et au niveau des zones d'interface avec les ouvrages d'art, blocs techniques ou massifs d'appui, on a encore une valeur plus stricte, un maxima de 1 cm pour éviter justement les tassements différentiels entre la partie ouvrage en terre et la partie ouvrage d'art, puisque au moment de la maintenance des infrastructures, ce sont des zones spécifiques qui, si elles viennent à avoir des tassements différentiels plus importants, nécessitent une maintenance plus élevée. Donc au fil des années, on a eu différentes solutions de méthodes pour traverser, je dirais, les zones notamment à faible particularité des zones compressibles. Donc on avait des méthodes plutôt classiques de purge, de préchargement, de colonnes ballastées et j'en passe. Et puis à partir des années 2005, on a vu arriver la solution des inclusions rigides et on a commencé à l'utiliser sur la première phase de la LGV Est. Et en l'occurrence, sur la première phase de la LGV Est, c'était dans une configuration, je dirais, avec une vitesse de l'ordre de 220 km/h sur une zone de raccordement et sur une épaisseur de remblai relativement, on va dire, élevée, de l'ordre entre 3 et 5 mètres. En termes de dimensionnement et de standard de conception, la partie superstructure dans nos dimensionnements est assimilée à une surcharge équivalente ferroviaire de 30 kPa. Et puis en regard de cela, en dessous, si on est amené à faire des inclusions rigides, eh ben, on fait une vérification majoritairement en conditions globales en statique. Suivant les zones et l'aléa sismique que l'on peut rencontrer, on fait une vérification vis-à-vis de la partie sismique, l'Eurocode 8. Mais cela étant, au vu de la dissipation des ondes dans le sol et de l'ampleur que l'on rencontre, par exemple à 3 mètres de profondeur, dans les configurations qu'on a été amené à rencontrer jusqu'à présent, c'est-à-dire globalement des configurations avec des remblais au-delà de 5 mètres dans des zones à plus de 320 km/h, on ne dimensionne pas vis-à-vis d'une sollicitation dynamique due à un trafic ferroviaire. Alors, en termes de cas d'usage qu'on a rencontré au cours de ces décennies, donc je vous en ai parlé, la LGV Est, c'était une zone de raccordement en section courante avec une vitesse de l'ordre de 220 km/h. Sur la deuxième phase, on a un cas d'usage avec des remblais de plus de 10 mètres de haut sur des vitesses de circulation à 320 km/h, notamment sous des blocs techniques en culée d'ouvrage. Après avoir regardé un peu le panel des différents cas d'usage sur la France,
je me suis rendu compte que aussi bien sur la ligne SEA, la ligne CNM, qui est un trafic mixte, elle, c'est-à-dire fret à 170 km/h et voyageurs à 220 km/h, on était toujours sur des configurations globalement supérieures à 3 mètres de remblai, et voire plus. Et dans les cas où on était sur des sections à pleine vitesse, on était plutôt sur des hauteurs de remblai relativement élevées, voire de 7 à 10 mètres. Il faut savoir qu'en termes d'exploitation, les LGV, elles sont suivies très régulièrement, de manière périodique. On a des critères en termes de tassement admissible, d'accélération très stricte, et on se trouve en termes d'entraxe sur des valeurs millimétriques. Et donc périodiquement, l'ensemble de nos lignes, pas plus celles sur zone compressible que les autres, mais l'ensemble de nos lignes, qu'elles soient LGV ou même qu'elles soient classiques, font l'objet de mesures embarquées par des moyens industriels qui nous permettent toutes les 8 semaines de pouvoir suivre éventuellement l'ensemble des zones du réseau ferré français. Au regard de ces zones pour lesquelles on a été amené à dimensionner jusqu'à présent, nous n'avons pas eu, sur ces bases-là d'hypothèses de dimensionnement, de retour, je dirais, d'écart quant au comportement de ces infrastructures. La difficulté que l'on rencontre, c'est si on était amené à avoir des remblais de plus faible hauteur, inférieure à 3 mètres, qu'en serait-il éventuellement du dimensionnement vis-à-vis de l'onde dynamique? Merci pour la présentation. David Bougetti, RSN. Ma question est en lien avec la construction ou la réalisation des travaux. Est-ce que vous réalisez des tests in situ avant de se lancer dans les chantiers, on va dire à grande échelle, ou une conception sur papier suffit? Non, on a fait dans certaines configurations des tests in situ, des remblais d'essai, avec différentes technologies qui ont pu être instrumentées et au regard notamment des premières recommandations ASIRI pour voir si quelle était, au regard de ces recommandations et de la configuration du site qu'on pouvait avoir, quels étaient éventuellement les écarts ou pas. Mais on a été amené à faire, oui, des remblais d'essai instrumentés. C'est une pratique qu'on peut être amené à faire. Ouais, Cyril Planteau de Ménard, est-ce que vous discutez avec vos voisins européens? Parce que par exemple, les Anglais ont une approche beaucoup plus... Enfin, ils étaient plus à 5-6 mètres, enfin moins de 5-6 mètres de profondeur. C'était même pas la peine d'y penser. Alors qu'effectivement, les diffusions d'ondes se font très rapidement vu les ondes. Donc, est-ce qu'il y a une discussion entre les différentes entités européennes par rapport à ça? On a eu des questionnements, en effet, des Anglais vis-à-vis de leur approche dimensionnelle et de notre approche. L'approche dimensionnelle qu'ils ont, globalement, on n'a jamais rencontré ce réseau ferré de grande vitesse. Mais pas plus d'échanges que cela à communiquer. Parce qu'effectivement, il y a une doctrine à peu près 3 mètres en France. Cette doctrine, il faut bien vous dire qu'elle est aussi fonction des configurations de tracé, quoi. Une LGV, on ne peut pas la tracer et venir, je dirais, faire des vallons. Donc on a quand même d'entrée, je dirais, une certaine épaisseur de remblai, je dirais, un petit peu minimale. Cela étant, on pourrait peut-être rencontrer des cas d'usage où on pourrait être à moins de 3 mètres, quoi. Ce qui n'a pas été le cas aujourd'hui. Surtout moins de 3 mètres sous vitesse nominale 300 et 320. Donc, je suis sismologue et effectivement je vais faire un petit pas de côté par rapport à le déroulé de la journée avec une parenthèse un peu plus théorique et numérique, mais ça va servir aussi d'introduction aux méthodes d'homogénéisation que va utiliser Michael dans la présentation suivante. Donc voilà, donc je vais parler d'homogénéisation au sens milieu effectif. Donc je commence par une petite illustration numérique. Donc vous voyez 2 carrés, c'est des plaques dans lesquelles on va propager des ondes numériquement avec des éléments spectraux. Donc j'utilise beaucoup les éléments spectraux et ça c'est un travers. J'étais
faisais partie des 3 étudiants qui ont développé les éléments spectraux pour la sismologie à la fin des années 90. Et puis, choisissez bien vos outils en thèse parce qu'il vous reste collé au basque pendant longtemps. Et donc voilà. Donc la petite étoile, c'est une source. Et puis, il y a un jeu de récepteurs sur le losange. Et il y a 2 configurations. À gauche, c'est complètement homogène. Et à droite, il y a une toute petite inclusion hétérogène. La longueur d'onde du champ qui va être propagé, c'est de l'ordre du kilomètre. La taille de l'hétérogénéité, c'est l'ordre de 100 mètres. Et les récepteurs sont ici, à 10 mètres les uns des autres. Donc si on a un sismologue averti, on s'attend à ce que dans les 2 configurations, les sismomètres enregistrent la même chose. Dû à la relation de dispersion associée à l'équation d'onde, on sait que le champ d'onde a une régularité qui est de l'ordre de la longueur d'onde, et donc quel que soit le milieu, même s'il est très hétérogène, on ne s'attend pas à des grosses variations sur des toutes petites distances. Et donc le but de ce petit exemple, c'est de montrer que c'est bien le cas si on mesure les déplacements. Mais si on mesure la déformation, les choses se compliquent. Donc ici, vous voyez la composante verticale à gauche du déplacement dans les 2 cas. Donc dans le cas homogène et dans le cas hétérogène. Et vous voyez, il y a les 4 récepteurs qui mesurent d'abord l'onde S, puis l'onde P. Et on voit que les 4 récepteurs enregistrent la même chose. Maintenant, on regarde le rotationnel. Donc c'est un champ de déformation. Donc il faut savoir qu'en sismologie, il y a pas mal d'efforts en ce moment qui sont mis sur les capteurs de rotation. Bon, mais c'est aussi donc c'est une combinaison de gradients. Ça pourrait être aussi une autre composante de la déformation, ce serait la même chose. Donc on voit que dans le cas homogène, les 4 récepteurs observent la même chose et c'est ce qu'on attend. Par contre, dans le cas hétérogène, les 4 récepteurs observent quelque chose de différent. Et ça, pour un sismologue, c'est très embêtant. Parce que si, par exemple, on veut localiser un événement basé sur ces données, lequel des 4 on va prendre? On voit bien que si la modélisation donne ce qu'il y a à gauche, en fonction du récepteur qu'on va utiliser, on va obtenir un résultat différent et ce n'est pas du tout ce qu'on veut. Donc, voilà. Donc déjà, on a une problématique ici. Le suivant. Et donc, comme je vous disais, les capteurs de rotation ou de déformation sont de plus en plus développés en sismologie. Donc vous aviez 2 exemples à gauche de capteurs de rotation, un portable, un très très gros. Et puis, vous avez sans doute entendu parler du DAS, donc, qui sont l'utilisation des fibres optiques pour mesurer la déformation le long de la fibre. Donc, en gros, transformer les fibres optiques déjà installées en sismomètres, mais plein de sismomètres. Donc, des sismomètres, par exemple, tous les mètres le long de la fibre. Donc, le potentiel d'utilisation est vraiment exceptionnel. Mais ce n'est pas vraiment un sismomètre dans le sens où ça ne mesure pas le déplacement du sol, ça mesure la déformation du sol le long de la fibre, dans la direction de la fibre. Donc encore une petite expérience numérique, similaire à la précédente, mais cette fois avec du DAS. Donc un rectangle, une source explosive à la petite étoile bleue. En haut, une zone avec 2 DAS, on va en regarder qu'un, donc une fibre optique qui est par exemple la ligne droite. Et des petits points qui sont des cailloux. On imagine qu'il y a des cailloux, c'est un champ à peu près homogène et il y a des cailloux un peu partout qui sont distribués le long de la fibre optique. Donc à droite, vous voyez un zoom sur le DAS et encore un autre zoom où on voit le maillage éléments spectraux qui a été utilisé, qui maille exactement tous les petits cailloux. Et vous voyez que certains cailloux sont tout près ou carrément sous la fibre. Donc comme c'est du numérique, on peut faire quelque chose qu'on ne peut pas faire dans la réalité, c'est-à-dire qu'on peut avoir un DAS qui enregistre le déplacement. Donc c'est ce qu'on a à gauche. Et donc on voit le champ d'onde enregistré par le DAS. On voit en dessous le petit dessin du parcours et on voit la position des cailloux qui touchent la fibre. Et en gros, on a ce qu'on attend, c'est-à-dire que le champ d'onde, il n'est pas trop perturbé ou même pas du tout par la présence des cailloux. Ça fait un champ diffracté derrière, mais il n'y a pas d'irrégularité particulière sur le champ d'onde. Ce qu'on attend est respecté. Il n'y a pas de choses plus rapides que la longueur d'onde. Par contre, si on regarde sur le vrai DAS, que mesure le DAS, la déformation le long de la fibre, là, on voit des trucs verticaux, très casse-pieds, très rapides, qui ne sont pas attendus classiquement. Et donc, si on regarde une coupe à peu près, je crois que c'est 29 secondes, donc c'est à peu près par là, on voit en rouge le déplacement, qui est effectivement assez lisse, pas complètement, mais
quand même pas mal. Et puis la déformation, elle a des gros glitches comme ça. Et si on va faire de la sismologie avec ça, ça va nous poser des problèmes. Donc là, c'est des mesures de DAS réelles. Et on voit effectivement que si on regarde sur les DAS, on voit des espèces de trucs de lignes compliquées comme ça qui ressemblent à ce dont on parle. Alors, c'est pas forcément... Il y a plein de choses qui peuvent expliquer ça. Ça peut être un manque de couplage avec le sol, un kink dans le DAS, etc. Mais ça peut être aussi des cailloux sous le DAS. Alors, si on veut essayer de comprendre ces problèmes d'échelle, une bonne méthode pour faire ça, c'est les techniques d'homogénéisation, et en particulier les techniques d'homogénéisation à 2 échelles, qui sont une technique très développée en France, et c'est vraiment des choses qui sont faites en mécanique, qui sont faites par exemple pour étudier des cas comme ça. On a une plaque avec plein d'hétérogénéités qui sont réparties de façon périodique. Et si on veut calculer le comportement macroscopique de cette plaque, on n'a pas envie d'avoir à mailler toutes ces petites hétérogénéités. Donc on va en prendre une période et puis on va avoir toute une technique qui permet d'étudier qu'une seule période pour avoir le comportement macro de la plaque. Et donc on se dit que ce serait très bien de l'utiliser en sismologie. Et malheureusement, une des caractéristiques de ces méthodes, c'est qu'elles sont développées pour les milieux périodiques ou les milieux stochastiques. Et il se trouve qu'en géosciences, la géologie, elle n'est pas du tout ni périodique ni stochastique. On n'a qu'une seule Terre et qui n'a rien de périodique. Donc mon job pendant pas mal d'années, ça a été d'étendre ces méthodes du cas périodique au cas non périodique. Et donc un petit peu de théorie. Je crois qu'il y a 2 slides. Si vous n'avez pas ça, ça va vite passer, vous inquiétez pas. Donc l'idée, c'est qu'on introduit nous-mêmes une longueur de coupure, lambda 0, à partir de laquelle on va considérer tout ce qui est plus petit et petite échelle, et tout ce qui est plus grand et grande échelle. Et le but, c'est de se débarrasser de tout ce qui est plus petit. Et ensuite, on introduit explicitement 2 variables de position, la macroscopique en bleu et la microscopique en rouge. Et donc, on introduit le petit paramètre epsilon, qui est le rapport de la position de la coupure par rapport à la longueur d'onde. Et donc, comme on s'y attend, plus le epsilon est petit, mieux ça va être pour la convergence. C'est une méthode asymptotique. Et on suppose que tous les champs, donc le déplacement, la masse volumique, le tenseur élastique, dépendent des 2 échelles, à la fois des grandes et des petites, au départ. Et on construit une série asymptotique où on dit que la solution, donc le déplacement du sol, est un terme de U star qui est l'ordre 0, puis l'ordre 1, et c'est en puissance de epsilon. Donc on résout tout ça, on mouline, c'est un peu long, et on obtient des résultats assez rapidement. Donc la première chose qu'on montre, c'est que le champ à l'ordre 0 ne dépend que de l'échelle macroscopique. Donc il ne dépend que de la position, il est lisse. Et ça, c'est ce qu'on a vu déjà sur tous les exemples. On a constaté que le déplacement n'était pas sensible aux petites hétérogénéités. Et c'est bien ce qu'on retrouve ici. Cerise sur le gâteau, il se trouve que ces champs sont solution d'une équation qui est une équation d'onde. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Ça aurait pu être une autre équation et ça nous aurait bien compliqué la vie. Là, ça veut dire qu'on va pouvoir faire tout ce qui est de façon effective avec les mêmes outils que ceux qu'on avait avant. Et puis on peut aller à l'ordre suivant, c'est-à-dire que le vrai déplacement, c'est le premier ordre, plus ce qu'on appelle le correcteur, ce truc-là. Il y a un facteur epsilon dedans et ça s'applique au gradient de la déformation. Et il dépend de 2 échelles, lui. Il dépend à la fois des grandes échelles et des petites échelles. Voilà. Et on montre qu'on peut calculer ce tenseur effectif, ce correcteur, grâce à un opérateur qu'on applique au coefficient mécanique de petites échelles. Et on a toute une machinerie pour résoudre ça. Ça peut être des éléments finis, des méthodes basées sur des FFT. Mais bon, il faut résoudre une équation. Ça ne sort pas tout seul. Voilà. C'est un truc non linéaire. Et donc la première application de ce genre d'outil, c'est ce que va utiliser Michael. C'est pour la modélisation. Admettons qu'on se donne un modèle géologique qui est compliqué, qui a plein de couches, etc. La méthode classique pour faire un tir là-dedans et avoir le champ d'onde, c'est de mailler toutes les interfaces. C'est très pénible. Donc à 2D, c'est possible. À 3D, c'est très difficile, voire impossible. Et ça coûte très cher parce qu'on a des couches toutes petites. Ça fout en l'air la condition de stabilité. Et donc le temps de calcul est très long. Alors une autre approche possible, c'est on passe par l'homogénéisation. D'abord, on calcule un milieu effectif à l'échelle de la longueur d'onde qu'on peut estimer au préalable.
on obtient un milieu qui est lisse, mais complètement anisotrope. Alors celui-là, il a déjà un avantage tel quel, parce que ça permet de voir ce que voit le champ d'onde. Donc ça permet de savoir ce qui est vu, et quand on va utiliser le champ d'onde, ce qu'on peut récupérer au mieux comme information sur le vrai milieu. Lui, il n'a plus du tout d'hétérogénéité, du coup le maillage, il est trivial, et on fait le tir, et si on a fait un bon job à ce niveau-là, ces deux-là sont les mêmes à une erreur qu'on peut contrôler. Et c'est vrai pour tout le champ d'onde, c'est pas vrai que pour la première arrivée, c'est vrai pour les réflexions multiples, le backscattering, tout ce qu'on veut. Alors maintenant, si on revient au problème initial là, de ces mesures de gradient, voilà ce que dit la théorie. Pour le déplacement, elle dit que le premier ordre tient à un effet aux petites échelles, mais il corrige le champ d'onde, mais il a un petit epsilon devant, ce qui veut dire que ce truc-là est petit. Et c'est bien ce qu'on observe. Effectivement, c'est un truc petit. Par contre, pour les gradients, ça a exactement la même forme. Le gradient vrai, c'est le gradient effectif plus un correcteur. Mais le correcteur, il n'a pas de epsilon devant. Ce qui veut dire que c'est pas petit. Et du coup, c'est bien ce qu'on voit. Voilà, donc, et ce truc-là, il dépend des deux échelles. Il est directement lié à la structure sous-jacente. Il ne dépend pas de la longueur d'onde. Alors, donc ça explique bien notre truc. Alors, si on l'applique brutalement à notre cas que je vous ai montré tout à l'heure, ça c'est un calcul. Donc en noir, ça c'est le calcul dans le milieu fin. En rouge, c'est le calcul dans le milieu homogène en cas effectif. Donc on voit qu'on loupe tous ces trucs-là, quoi. Et ça c'est pour le déplacement. Et puis si on calcule le correcteur et qu'on l'applique, on récupère les glitches. Voilà. Donc on peut corriger ça si on a un moyen de calculer ces correcteurs. Le truc qui est intéressant, c'est que ce correcteur, même s'il est casse-pied pour plein d'applications, il peut être très intéressant pour d'autres, parce qu'il a plein d'informations sur le milieu à petite échelle. Et donc si on est capable de l'exploiter, on va récupérer une information sur le milieu qui est beaucoup plus petit que la longueur d'onde. Et quelque part, on peut utiliser ces mesures de gradient pour avoir des détecteurs d'hétérogénéité qui sont indépendants de la longueur d'onde. On peut très bien imaginer d'avoir une longueur d'onde de 100 km et quand même détecter des hétérogénéités qui sont à l'échelle de la gauge lynx du DAS, donc du mètre. Voilà. Donc l'idée, c'est est-ce qu'on peut essayer ça? Alors, le problème, c'est que en général, il nous manque des choses pour pouvoir le faire, mais on a quand même essayé de le faire, notamment dans le cas du DAS. Et si on fait une hypothèse très très brutale, on suppose que tout est 1D et tout ne dépend que de la direction du DAS, c'est ce qu'on peut faire. Alors, bon, peu importe l'équation, mais la vraie mesure est le champ, la déformation effective plus un correcteur qui, dans ce cas-là, est un scalaire. Et l'idée, c'est est-ce qu'on peut inverser ce gars-là pour récupérer de l'information sur l'hétérogénéité le long du DAS? Et la difficulté, c'est qu'il faut estimer le champ effectif. Et ça, en général, on ne l'a pas. La seule mesure qu'on a, c'est la vraie déformation. Donc une première idée, c'est d'utiliser de la modélisation. Si on connaît un milieu effectif, donc par exemple une bonne image tomographique de l'endroit où on est, on peut calculer ce truc-là, et du coup on pourra inverser lui. Donc ça, on l'a fait déjà à très très grande échelle. Mais en général, on n'a pas de milieu suffisamment précis pour évaluer ce champ-là, et donc on ne peut pas inverser le correcteur. Dans le cas du DAS, on a quand même pas mal de points. Et si on suppose que ce truc-là ne varie que dans la direction du DAS, ce qui n'est pas vrai, mais c'est la seule chose qu'on peut faire, si on fait comme si ça ne variait que le long du DAS, on peut calculer un truc qui s'approche du champ effectif en calculant une moyenne pondérée des mesures. Donc en gros, on fait un filtrage passe-bas de la variation spatiale de la mesure et on suppose que c'est le champ effectif. Et du coup, on a essayé ça. Alors d'abord dans du numérique et après sur des données. Donc là, ça c'est un cas 3D, toujours avec des éléments spectraux, avec une source ici, puis 3 unités dans le truc, et dans le milieu, pardon. Et le DAS qui est là. Un exemple de la mesure du DAS où on voit très bien, un pas de temps donné, on voit très bien les effets des hétérogénéités qui sont tout près du DAS. Et donc, si on fait cette inversion brutale, pas très sophistiquée, on voit que le correcteur inversé, il localise parfaitement les hétérogénéités. Donc, on peut utiliser ce truc-là pour localiser les hétérogénéités très très proches du DAS. Alors,
on a fait un essai, donc ça c'est le travail de Kota Mikimoto sur des données qui ont été acquises par Michael. Donc vous allez entendre parler de MUSC, là, le band expérimental qui est utilisé pour tout le projet Asiri, qui va être présenté par Donatian et Michael. Donc on a utilisé ces mesures avec un... Alors évidemment, ce genre de truc, c'est pas un vrai DAS, mais comme il y a plein de mesures, on peut émuler un DAS en faisant des différences finies le long de la mesure. Et donc on voit que voilà. Donc là il y avait une espèce d'inclusion. C'est la première inclusion que Michael a utilisée pour imiter les inclusions rigides. Et l'idée c'est est-ce qu'on la voit bien, est-ce qu'on est capable de la localiser avec cette mesure de façon très simple. Donc là c'est une mesure directe de la déformation. Donc oubliez la rouge. La rouge c'est une estimation du champ effectif et la noire c'est la mesure vraie. Et donc on voit très bien le glitch pour un pas de temps donné. Et donc si on l'inverse, alors là il y a un cas numérique et un cas réel. Et on voit que la partie rouge c'est le cas réel. On voit qu'on localise très bien l'entrée dans l'hétérogénéité. On localise moins la sortie. Et ça on peut l'expliquer, c'est dû à l'approximation qu'on fait. Mais donc en tout cas, admettons qu'on ne sait pas où est l'hétérogénéité. Là on la trouve sans problème. Et puis finalement, Kota au Japon a fait une petite expérience de DAS sur le terrain où il avait un DAS qui était déployé pour une autre expérience. Et il en a profité pour faire un trou près du DAS et il a mis une hétérogénéité à 40 cm sous le sol. Il a refermé et puis il a fait son expérience. Alors là, c'est un peu plus compliqué. Le problème des cas comme ça sur le terrain, c'est qu'il y a l'hétérogénéité qu'on veut trouver plus celles qu'on ne veut pas trouver et qui sont là et on ne le savait pas. Donc, mais ça marche quand même bien. Donc on voit la mesure du DAS qui est quand même bien irrégulière. L'estimation du champ effectif en rouge. Et on voit que le problème inverse retrouve bien l'hétérogénéité à l'endroit où elle était, plus d'autres. Et ça, on ne sait pas, il faudrait creuser pour voir. Il y a peut-être des cailloux pas très 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 loin. Voilà, donc dans ce cas-là, l'homogénéisation, ça permet de faire plein de choses pour la partie prédiction, et ça c'est ce que va présenter Michael. Ça permet de calculer les milieux effectifs. Alors ça, j'en ai pas du tout parlé, mais ça permet de faire le lien entre les images tomographiques et le milieu réel. Parce que j'ai montré il y a quelques années que quand on fait une image tomographique avec des ondes sismiques, l'image qu'on peut obtenir, c'est au mieux le milieu effectif et jamais le milieu vrai. Donc c'est intéressant de pouvoir calculer le milieu effectif à partir d'un milieu vrai numérique parce que ça permet d'ouvrir la porte à ce qu'on appelle le downscaling, c'est retrouver les petites échelles à partir des images tomographiques. J'en ai pas du tout parlé, mais ça s'applique aussi au tremblement de terre. Donc on peut calculer les tremblements de terre effectifs et ça a une application. Et puis, donc, quand ces effets-là, donc comme je disais, c'est soit une malédiction, si on veut faire par exemple la tomographie ou localiser des événements, ou en tout cas de la sismologie classique, ces effets de petite échelle, ils sont très embêtants parce qu'ils perturbent, ils sont là, on ne peut pas en tenir compte et ça perturbe nos données. Par contre, on peut le voir comme un avantage, comme une opportunité, c'est que si on se décide à les inverser, ça nous donne une information sur des échelles qui sont beaucoup plus petites que la longueur d'onde, et ça c'est toujours intéressant. Par contre, elles ne sont pas n'importe où, et ça ne va jamais très très loin de la mesure. On ne peut pas l'utiliser pour faire des trucs très loin. Il faut que ce soit tout près du DAS ou du rotationnel. Mais ça permet d'avoir de mesurer des hétérogénéités très petites. Donc, par exemple, pour notre projet Asiri, on pourrait imaginer qu'il y a des inclusions qui ont été faites dans le sol, on ne sait plus où elles sont. On déroule du DAS. On attend, on mesure et on peut les retrouver. Bonjour, merci de me laisser donc présenter la partie suivante. Alors du coup, tout à l'heure avec Yann a dit on fait un pas de côté pour regarder les techniques d'homogénéisation. Donc on va revenir nous là sur les questions qui nous concernent plus dans Asiri+. Mais je vais présenter également un autre outil. Donc Yann a présenté l'outil d'homogénéisation qu'a utilisé Michael. Et là, un autre outil, un outil expérimental qu'a utilisé également Michael. Et du coup, Michael qui montrera ses résultats par ailleurs
ensuite. Alors, juste pour revenir sur nos questions à série plus, le rappel de la problématique qui nous touche ici. Donc, comme ça a été mentionné donc, dans la présentation de M. Giraud à la SNCF, la question ici, ça va être quelle est en fait la vitesse effective des ondes de surface dans un sol renforcé par inclusion rigide. Et quelle est sa vitesse? Pourquoi on s'intéresse à cette question de vitesse effective? C'est que si cette vitesse s'approche de la vitesse du train, en théorie, on peut avoir des phénomènes d'amplification du déplacement particulaire à la surface de la voie. Donc, je ne sais pas, le pointeur, c'est ça, voilà. Là, par exemple, c'est sorti d'une publication, on voit pour différentes vitesses de train, quand la vitesse du train est identique à la vitesse de propagation des ondes de relais dans le sol, donc pas forcément un sol par inclusion rigide, hein, eh bien, on a des phénomènes d'amplification de la réponse du sol. Et donc, ça peut être problématique. Donc, les sols mous ont des vitesses très lentes. Donc, la question, c'est en quoi la vitesse est augmentée grâce à la présence d'inclusion rigide. On va se placer sur des fréquences émises dans la gamme dans des fréquences qui sont dans la gamme de fréquences émises par le train. Tout à l'heure a été évoqué les 30 Hz. On va se placer de 30 Hz à 150 ou 200 Hz. Donc voilà sur le rappel. Et puis nous, sur l'approche qui va du coup ensuite être présentée également par Michael, on s'est basé pour ces questions-là à la fois sur de la modélisation numérique et sur de la modélisation expérimentale à échelle réduite pour avoir des données et des réponses qui sont également issues de mesures réelles et non pas seulement de mesures numériques, de données numériques, pardon. Et pour faire ça... Pour faire ça, on va utiliser, pour l'analyse, on va utiliser l'homogénéisation. Comme l'a dit Yann tout à l'heure, l'homogénéisation pour le numérique va permettre de réduire les coûts de calcul. On va avoir une première étape. Avant l'analyse paramétrique, on va avoir une première étape qui va être déjà de la validation, la cross-validation de ces différents outils. Et identifier si, quand on modélise numériquement de façon fine, quand on fait des mesures de laboratoire ou quand on fait de l'homogénéisation numérisée, si on obtient bien les mêmes résultats. Et moi, ce dont je vais parler ici, c'est l'aspect expérimentation de laboratoire dans MUSC et la comparaison avec des résultats numériques. Donc, juste pour rappel, la modélisation expérimentale à échelle réduite, elle sert à quoi ? C'est vraiment un intermédiaire entre des mesures de terrain et de la simulation numérique. On voit des exemples, là, c'est des exemples dans des cas complètement divers, où on a de la simulation numérique sur un milieu qui contient une cavité, par exemple, ici à 2 fréquences différentes. Et puis, ces mêmes modèles en modélisation expérimentale, on commence à voir que les données sont beaucoup moins précises, c'est-à-dire qu'on a du bruit dans les données, on a des arrivées d'acoustique aérienne ici, et puis certaines données un peu plus imprécises. Mais on est encore très bien résolu par rapport à des mesures de terrain beaucoup plus chaotiques. Donc là, l'intérêt de la modélisation expérimentale comme intermédiaire entre les deux. Et nous, pour ça, pour faire de la modélisation analogique, on va utiliser un banc de mesure, le banc de mesure MUSC, qui utilise des fréquences ultrasonores et qu'on a développé donc, à l'université Gustave Eiffel à Nantes pour justement des problématiques de sismique à échelle réduite. Donc ce banc de mesure, il contient une source piézoélectrique qu'on voit ici, qui est soutenue par un bras, et qui va permettre de réaliser des mesures centrées sur 100 ou de 100 à 500 kHz. On a un modèle de résine époxy qui va simuler le milieu de vitesse
Et puis le système de mesure, d'enregistrement, qui va être un interféromètre laser qui va enregistrer sur la gamme. Alors, le modèle actuel, il enregistre de 10 à 15 kHz à 20 MHz. On enregistre des déplacements particuliers de très faible amplitude, inférieurs au nanomètre. Et puis, une table support et des bras de positionnement avec un déplacement automatisé, des coussins d'air qui nous isolent du bruit environnant, et puis une précision du positionnement à 10 micromètres pour un déplacement minimum de 100 micromètres. Donc on est sur des aspects très très précis. Et puis pour pouvoir bien contrôler l'ensemble de la mesure, on a différents aspects qu'on a étudiés lors d'études antérieures, qui concerne la question de la source, son rayonnement, sa fonction de transfert, sa répétabilité, le modèle analogique, donc à ce moment-là, il faut bien contrôler les paramètres, et puis la même chose pour le récepteur, la question de la fonction de transfert et de la sensibilité, et puis évidemment préciser le positionnement. Ça, c'est des études antérieures qu'on a faites, mais sur ces aspects-là, il reste des points qui sont vraiment cas dépendants. C'est la question du rayonnement de la source et de sa fonction de transfert, parce que cette source, elle est au couplage du modèle, et donc le couplage peut varier d'un matériau à un autre. Et puis, sur le modèle analogique, le contrôle des paramètres, en effet, il varie suivant les matériaux qu'on utilise. Donc ça, c'est des aspects qu'il va falloir regarder pour l'étude ASIRI+. Alors, sur l'étude ASIRI+, qu'est-ce qu'on va utiliser comme matériaux ? Alors, Mickaël les représentera, mais il a fait réaliser et traiter des problématiques pour deux types de maquettes. Des maquettes qui possédaient juste une inclusion unique ou 3 inclusions pour identifier donc les aspects diffraction par inclusion. Et ça, ces maquettes-là, notamment celle-ci, elle a été présentée par Yann tout à l'heure sur les questions d'homogénéisation et d'inversion du correcteur. Et puis, des maquettes comprenant de nombreuses inclusions à l'échelle. Donc, je vais parler d'échelle de la réduction d'échelle par ailleurs, de nombreuses inclusions dans des modèles de résine époxy. Alors, les relations d'échelle. Alors, ici, vous avez les vitesses dans les résines et les inclusions. Les inclusions, c'est des tiges d'aluminium, et les résines ont une vitesse autour de 800 mètres par seconde pour l'AVS et autour de 1400 mètres par seconde pour l'AVP. Si on prend dans la réalité, on s'est basé sur un sol mou qui aurait une VS autour de 100 mètres par seconde et une VP autour de 300 mètres par seconde, et des inclusions rigides de béton, donc avec ces vitesses-là. Donc on remarque déjà que le contraste entre les vitesses dans le sol et dans les inclusions rigides ne sera pas respecté. Donc là, on n'a pas réussi à trouver des matériaux qui nous permettaient de respecter ces contrastes. Donc ça, c'est aussi un cas qui restera important à traiter numériquement, cette question du contraste. Voilà, mais alors si on fait le point, on a quand même des relations d'échelle intéressantes sur les dimensions spatiales. Et on a donc ces maquettes avec ces différents paramètres métriques qui peuvent être considérés à modèle réduit et dans le cas réel. Alors avant tout et avant de regarder les résultats qu'on a dans ces cas-là, à échelle réduite, expérimentalement puis numériquement, on a dit qu'il y avait la question de la caractérisation à la fois de la source et à la fois du modèle. Donc pour ça, on a utilisé des modèles, ces modèles en résine sans inclusion, modèles homogènes, et puis on a réalisé des mesures pour identifier si on est capable de les simuler numériquement. Donc ça, c'est un tir sismique, donc temps d'enregistrement, position des récepteurs, avec l'onde de relais qui arrive ici et l'onde P qui arrive ici. Milieu homogène, parfaitement homogène. Et on calcule le diagramme de dispersion ici, qui va donc représenter ici pour la zone d'amplitude maximum la vitesse des ondes de relais, donc la vitesse ici, en fonction de la fréquence. On est en milieu homogène, la vitesse est constante, avec éventuellement une petite dispersion sur les plus hautes fréquences.
Et puis ici, on voit apparaître la vitesse des ondes P, donc ça nous permet d'avoir une première aperçu des vitesses. On calcule aussi par rapport spectraux l'atténuation. Alors l'atténuation ici des ondes de Rayleigh qu'on a autour de 15. Et à partir de ces premières estimations, on peut simuler les données et on voit ici un tir. Alors là, ici, la source est de ce côté. Numériquement, on a l'onde de Rayleigh, on a l'onde P. On a ici un rebond de l'onde de Rayleigh sur les bords et puis différentes réflexions sur les bords ici aussi et dans le fond. Les données expérimentales, on voit que dans les grandes lignes, on a les mêmes arrivées. Par contre, on voit des rebonds multiples ici qui sont liés au couplage de la source sur le modèle, sur le bloc. Et donc là, il y a un travail qui a été mené par Michael sur l'estimation de la source. Parce que si on extrait sur les données que je viens de vous présenter le pulse, enfin le signal, pardon, très proche de la source, en bleu, vous avez les données numériques avec juste un pulse au démarrage, et puis ensuite des arrivées tardives liées aux réflexions. Et sur les données expérimentales, on voit des rebonds multiples au niveau de la source. Donc là, Michael a pu inverser la source pour essayer pour l'estimer. Et on voit, quand on reproduit ici, après estimation de la source, sur l'onde de Rayleigh, on a une bonne cohérence entre les données numériques et expérimentales. Et quand on regarde l'ensemble des données, on a pu corriger ici. Donc là, c'est la correction, c'est les données expérimentales corrigées par l'inversion de la source. Et on voit qu'on a enlevé les multiples rebonds qu'il y avait entre la première arrivée et l'arrivée liée à la réflexion sur le bord. Donc, ceci dit, on continue à avoir des indéterminations et donc Michael a travaillé sur les différents paramètres qui sont impliqués quand on inverse la source, c'est-à-dire il faut affiner les modèles de vitesse, il faut affiner le paramètre d'atténuation et puis il a proposé d'estimer le diagramme de rayonnement de la source également, qui n'est pas forcément cette source qui n'est pas forcément ponctuelle pour toutes les longueurs d'onde émises. Et donc là, il aboutit à quelque chose de beaucoup plus fin au niveau de la reproduction des données pour les ondes P et les ondes de Rayleigh sur les premiers 100 mm, avec une indétermination qui reste à partir d'un certain nombre d'une certaine distance de propagation. Ça veut dire qu'on a encore une indétermination, on n'est pas complètement parfait, mais on va estimer ici qu'on a réussi à simuler correctement nos données. Alors si on reprend, et juste pour faire du teasing sur la présentation de Michael tout à l'heure, si on reprend au démarrage ces données, les données MUS qui ont été enregistrées sur le bloc de résine avec les inclusions rigides. Donc on voit ici les différentes diffractions qui arrivent. On voit que l'onde balistique de l'onde de Rayleigh finalement a ici des sauts de phase et des phénomènes liés de perturbation de la propagation liés aux hétérogénéités que sont les inclusions. Et quand on regarde le diagramme de dispersion, eh bien, alors si on regarde, parce que quand on analyse les ondes de surface, les ondes de Rayleigh, le premier réflexe, c'est de regarder ce que donne le diagramme de dispersion. Donc ici, ça va être finalement une observation effective, une observation de la propagation effective déjà des ondes de Rayleigh dans le milieu avec inclusion. Alors ici, on a la dispersion donc tronquée entre 15 kHz et 100 kHz, la dispersion des ondes de Rayleigh, donc pas du tout dispersive en l'occurrence dans le milieu homogène, avec une vitesse autour de 700-715 mètres par seconde. Et puis ici, voilà le diagramme avec les inclusions. Alors, ce qui se passe, c'est que ici, on retrouve cette vitesse avec des petits décalages, mais plutôt vers les vitesses inférieures. Là, c'est assez étonnant. Et puis, sur la zone basse fréquence, il se passe des choses qui sont assez étranges parce que si on voit des zones pour certaines fréquences avec des arrivées cohérentes qui seraient cohérentes à des vitesses supérieures à celles dans les résines, on voit globalement quand même une énergie qui continue à se propager, ou des phases en tout cas qui continuent à se propager à des vitesses lentes, voire plus lentes
que le matériau dans la résine. Donc c'est assez étrange ce résultat. Et on va regarder de façon plus précise, avec les travaux de Michael qu'il va présenter maintenant, comment on peut expliquer, comment on peut regarder les données effectives en termes de milieux homogénéisés. Donc voilà pour cette présentation. Et sur les conclusions et perspectives, on en parlera peut-être plus tout à l'heure sur la dernière partie, mais en gros, hein, on a été, avec les travaux de Michael, on a été plus loin que ce qu'on n'avait jamais fait au niveau de l'estimation des paramètres de modèle et des paramètres de source pour avoir une bonne concordance du modèle numérique avec l'expérimentation dans MUSC. Et puis, on a pu générer des milieux à échelle réduite et des données expérimentales dessus. Maintenant, la question des données expérimentales, donc en présence d'inclusion rigide, et puis la question, ça va être qu'est-ce que c'est que ce diagramme de dispersion du milieu effectif et qu'est-ce qu'il nous dit sur le plan du milieu homogénéisé. Donc bonjour à tous. Donc je suis le fameux Michael dont il parle depuis tout à l'heure. Et moi, du coup, je vais présenter ce que j'ai fait pendant mon postdoc à Nantes, en combinant les aspects MUSC et les aspects homogénéisation. Donc, pour le plan de ma présentation, je vais commencer par une petite introduction qui va reprendre ce qui a été déjà dit. Ensuite, je vais parler du cas des maquettes MUSC, avec notamment l'analyse des propriétés homogénéisées. Donc, pourquoi est-ce qu'on avait cette vitesse lente ? Et une petite slide pour comparer le modèle complet. Donc, je reviendrai sur ce qu'est le modèle complet avec le modèle homogénéisé. Et ensuite, quelques analyses paramétriques sur le milieu réel pour regarder l'influence de la géométrie et des propriétés du sol sur les paramètres effectifs pour la propagation des ondes. Donc voilà, on a besoin de caractériser les sols renforcés pour des aspects dynamiques, parce qu'il y a des phénomènes de résonance qui peuvent apparaître pour certaines vitesses du train, pour des couples de vitesse de train et de vitesse de propagation des ondes dans le sol. Et on va s'intéresser plutôt aux basses fréquences, puisque quand on regarde les mesures proches des trains, on a des fréquences des fréquences sous 100 Hz qui vont être intéressantes pour nous. Pour les objectifs de mon postdoc de manière générale et la démarche qu'on a suivie, l'idée c'est d'avoir une validation croisée entre la modélisation physique sur modèle réduit, la modélisation numérique en utilisant les éléments spectraux. Et pour cette partie-là, on va avoir soit du champ, ce que j'appelle complet, soit l'utilisation de l'homogénéisation pour réduire les coûts de calcul. L'homogénéisation va aussi nous servir à avoir des paramètres effectifs qui vont nous donner des informations, même sans être intégrés dans le code de calcul aux éléments spectraux. Donc ça peut être résumé par ce schéma. Donc on a un milieu au milieu qui est le milieu réel, et qu'on va pouvoir modéliser de 3 manières différentes, soit avec des propriétés homogénéisées, soit avec le calcul direct. Donc, dans ce cas-là, il va falloir valider ces propriétés homogénéisées par une validation avec le modèle que j'appelais complet, c'est-à-dire où on maille finement toutes les inclusions. Et les données expérimentales, donc qui sont en bas, avec le banc MUSC, où là, par rapport au calcul direct, l'idée, ça va être de vérifier que les propriétés matériaux qu'on intègre dans le modèle sont les bonnes, que la source que l'on envoie est la bonne. Voilà. Et du côté des propriétés homogénéisées, c'est avoir un choix de paramètres d'homogénéisation qui soit cohérent avec ce qu'on veut obtenir à la fin. Donc ça, ce sont les inclusions, les maquettes qu'on a utilisées pour le banc MUSC. Donc on a testé plusieurs configurations, mais dans cette présentation, je vais
me concentrer sur la configuration avec 15 fois 6 inclusions. Donc voilà, si on regarde un petit schéma de la voie, on a 6 inclusions dans la largeur et beaucoup plus dans l'autre direction. Donc les résines, comme l'a dit Donatienne tout à l'heure, ont été caractérisées de manière tout d'abord avec en repérant les pics sur des maquettes homogènes. Et voilà. Pour le dimensionnement des maquettes, ce qu'on a essayé d'avoir, c'est toujours le même ratio entre les données, entre les mesures qu'on a dans le cas réel, et entre les dimensions qu'on a dans le cas réel et sur le modèle réduit. On voit que ça fonctionne à peu près toujours bien, sauf pour les longueurs d'onde dans l'aluminium qui sont beaucoup plus basses. Et on verra que ça pose problème par la suite. Donc là, j'ai mis une petite slide pour rappeler ce qu'a dit Yann sur l'homogénéisation. Donc l'idée, c'est d'avoir un problème effectif associé au problème réel qui va nous permettre d'avoir un maillage qui est beaucoup plus régulier, des temps de calcul beaucoup plus courts. Et pour paramétrer ce modèle homogénéisé, on va avoir deux grandeurs importantes. Ça va être paramétré par le petit epsilon 0 qui est le ratio entre la taille maximum des hétérogénéités à homogénéiser, donc là qui est un paramètre de l'homogénéisation, et la longueur d'onde minimale du milieu, donc qui est un paramètre du problème. Donc je passe au cas des maquettes MUSC. Donc là, c'est une idée un petit peu des cartographies. Donc c'est pour différents niveaux d'homogénéisation. Donc quand epsilon 0 égale 7, qui est la première image ici, on va avoir des paramètres qui sont effectifs, mais qui ne vont pas forcément être très utiles pour le calcul numérique. Et plus on va descendre dans les valeurs d'epsilon 0, plus on va avoir des propriétés qui vont être fines, où on va avoir des détails plus fins sur la position des inclusions, etc. Voilà. Tac. Et dans la suite, donc, on va toujours prendre une coupe au milieu qui passe par le milieu des inclusions à x égale 0. Si on regarde la densité, donc plus on homogénéise, donc on a encore les mêmes conclusions que précédemment. On voit, ce qu'on peut voir, c'est que au bout d'un moment, si on réduit, on va être limité par le maillage de l'homogénéisation, mais qu'on a des résultats qui vont être assez similaires pour epsilon qui est plus bas que 1. Par contre, quand on regarde, donc là c'était des résultats sur la densité qui n'a pas de composante. Si on regarde les modules de cisaillement, là on va avoir des choses qui vont varier selon la direction dans laquelle on va les regarder. Donc là, donc μH1 c'est dans la direction des inclusions, μH2 c'est dans les directions transverses des inclusions mais toujours dans le plan, et μV c'est dans la direction verticale. Ce qu'on peut voir ici, c'est que on a μH1 et μH2 qui sont souvent à peu près les mêmes quand on a des fortes valeurs de l'homogénéisation, mais quand on regarde pour les images du bas, d'ailleurs il y a une coquille, il faut inverser les 1,4 et 3,5. Mais si on regarde les images du bas, on va avoir une inversion, c'est-à-dire que les modules de cisaillement transverses et verticaux vont être à peu près les mêmes, alors que dans la direction des inclusions, on va avoir des valeurs qui sont beaucoup plus élevées. Et ça va avoir des conséquences sur les vitesses, c'est-à-dire que là,
contrairement à ce qu'on attend. Donc on a une résine qui est plutôt molle avec des vitesses qui sont plutôt faibles, des inclusions qui sont en aluminium, donc qui sont très rapides. Et pourtant, au niveau des inclusions, on a une chute de la vitesse pour tous les paramètres d'homogénéisation. Donc ça, c'est dû au... Mince. Ça, c'est dû au fait, on peut l'analyser si jamais on fait le lien avec l'homogénéisation périodique. Donc, si jamais on considère que le milieu est périodique, la densité effective va être la moyenne des densités sur la cellule. Par contre, les modules de cisaillement vont être corrélés à l'inverse des modules de la moyenne, enfin la moyenne de l'inverse des modules de cisaillement sur la cellule. Et ce qui fait que si jamais on a un matériau très rigide comme l'aluminium, il va avoir très peu d'effet sur la valeur effective des paramètres, alors que la densité va en avoir beaucoup plus. Et donc, sur la vitesse, qui est le rapport entre les deux, on va avoir des vitesses qui vont être beaucoup plus qui vont diminuer, puisque l'aluminium est un matériau très rigide et avec une densité qui est beaucoup plus grande que celle des résines qu'on a utilisées. Voilà. Et donc ça explique... c'est pour ça qu'on a, sur les données MUS qu'on avait, une vitesse qui était plus faible que ce qui était mesuré sur les maquettes homogènes. Donc ça, c'est une petite slide pour montrer des comparaisons entre les milieux homogénéisés. Donc là, c'est entre eux. Et si jamais je passe à la slide suivante, donc on a un tir de référence qui est le cas complet, donc avec le maillage fin des inclusions. Et quand on compare, quand on fait la différence entre ces deux modèles, on voit que pour epsilon 0 égale 1,5 et epsilon 0 égale 9,5, on a des erreurs, mais qui apparaissent beaucoup plus loin dans le temps. Et donc, ça veut dire que la composante, le tir direct a été assez bien évalué avec les méthodes avec les milieux effectifs issus de l'homogénéisation. Voilà. Et donc ça, pour un coût de calcul qui est absolument fantastique, puisqu'on passe de 12 jours de calcul pour le calcul complet à une heure dans le cas du milieu homogénéisé. Voilà. Donc en fonction de l'homogénéisation, ce qui va changer, ça va être... on ne va pas du tout changer le maillage, on va juste changer le pas de temps pour... enfin, ça dépend. Dans mon cas, j'ai pas changé le maillage, j'ai juste changé la discrétisation temporelle. Voilà. Bon, il y a une slide qui est partie. Mais... donc on passe maintenant à l'étude paramétrique. Donc pour cette étude, on a choisi de se baser premièrement sur une analyse paramétrique des propriétés matériaux, où on change uniquement les propriétés du sol pour voir l'influence du contraste entre les inclusions et le sol. Et on a considéré que les inclusions étaient toujours les mêmes, et des inclusions en béton dont les propriétés sont inscrites ici. Et ensuite, on passera à une étude sur la géométrie, où on va garder la même surface latérale des inclusions, en changeant tous les autres paramètres en même temps, les paramètres qui sont inscrits en dessous. Quand on a, donc pour la géométrie, on change... j'ai choisi 6 configurations différentes où on change le diamètre des inclusions, et tous les autres paramètres du coup s'en retrouvent modifiés pour avoir la même surface latérale.
pour les propriétés du sol, ici j'ai pris une valeur moyenne de ce que je présenterai juste après. Ce qu'on peut voir, c'est que dans ce cas-là, on a assez peu de variations. Donc là, c'est pour le cas où on a de très grosses inclusions, mais voilà. Mais si jamais on change la dimension de l'inclusion, on va avoir à peu près les mêmes paramètres et le milieu va être anisotrope, mais ne va pas changer, de valeur maximum des vitesses obtenues au niveau des inclusions. Par contre, voilà, quand on va regarder, quand on va changer les propriétés du sol, on va avoir du coup des propriétés qui vont varier, donc des vitesses, par exemple pour VS, qui vont varier entre 100 et 300 mètres par seconde. Et là, on va avoir des différences qui vont advenir. Donc là, si on regarde, par exemple, la courbe des vitesses, qui est celle du bas, on a les courbes bleues et oranges qui vont être à peu près les mêmes, et les courbes vertes, qui sont la vitesse verticale, qui vont être légèrement plus basses. Donc c'est ce qu'on obtenait avant. Par contre, si on modifie un petit peu les propriétés du sol, là on va avoir une anisotropie plus grande qui va apparaître, puisqu'on va avoir des vitesses différentes dans la direction longitudinale de la voie de train, de la ligne d'inclusion, dans la direction transverse et dans la direction verticale. Et ça apparaît pour une seule valeur, puisque si jamais on augmente encore les propriétés du sol, là on revient à une configuration où dans la direction transverse et longitudinale, on a la même chose, et la vitesse verticale qui est légèrement plus basse. Voilà, et pareil si on augmente encore. Donc pour l'étude paramétrique, donc ce qu'on peut dire, c'est que pour l'instant j'ai vu peu d'influence de la géométrie sur les valeurs maximales. On a de l'anisotropie qui se crée, mais pas dans la direction transverse. Et contrairement au cas où le sol est modifié. Donc ça veut dire qu'une anisotropie des variabilités au niveau des paramètres matériaux vont être plus importantes qu'une variation de la géométrie. Donc pour conclure un peu sur mes travaux, donc ce qui a été réalisé, c'est des maquettes à échelle réduite et des essais expérimentaux, l'utilisation de l'homogénéisation pour réduire le coût des simulations numériques, donc ça comme je vous l'ai montré, qui fonctionne très bien, l'homogénéisation du milieu périodique pour avoir des paramètres effectifs qui nous donnent déjà une information sans avoir besoin d'utiliser de simulations aux éléments spectraux, et une validation croisée entre les méthodes expérimentales et numériques. Ce qu'on a pu observer du coup sur les paramètres effectifs, des comportements qui sont non triviaux, donc c'est ce que présentait Donatienne avec cette diminution de la vitesse alors qu'on avait des inclusions plus rapides que la résine. Mais c'est des comportements qu'on n'a pas retrouvés dans l'étude paramétrique sur des cas réels. Et voilà. Et donc, il reste beaucoup de choses à comprendre sur le caractère anisotrope des vitesses. Donc, est-ce que c'est dû à des phénomènes de résonance ou autre chose, je ne sais pas encore. Ça ouvre des perspectives sur, par exemple, la prise en compte de plus de configurations de matériaux pour les inclusions, notamment avec des milieux comme
des milieux architecturés qui vont avoir une densité qui va être faible pour une rigidité grande ou des choses comme ça, pour voir comment est-ce qu'on pourrait optimiser les vitesses que l'on obtient pour essayer d'avoir pour obtenir les paramètres qu'on veut à l'aide de matériaux architecturés. Et voilà, j'ai aussi mis caractérisation des effets de bord dans l'homogénéisation, puisque on va avoir on voit sur les cartes d'homogénéisation qu'on n'a pas des paramètres qui sont homogènes au-dessus de chaque inclusion. Et finalement, on peut identifier que sur l'homogénéisation, ça a permis. Alors l'homogénéisation, elle a vraiment permis là, un gain en temps de calcul. Et puis, elle permet de regarder les paramètres effectifs de façon efficace. Sur les aspects qui ont été réalisés, donc je ne répète pas parce que tu viens de le dire, on va peut-être pas... Voilà. Et finalement, qu'est-ce que ça veut dire sur les perspectives générales à partir des 3 présentations finalement qu'on vous a faites, et notamment qu'on a proposé dans le dépôt MetaSiri, qui est le projet qui a été déposé, qui serait la suite de Asiri+. Donc l'idée, qui nous paraît intéressante, c'est de rester sur l'analyse croisée numérique expérimentale de laboratoire. Dans cet effet-là, dans cet aspect-là, regarder quels vont être, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire dire des données quand on regarde les effets d'anisotropie. Donc regarder ce que vient de dire Michael, ce qui se passe suivant les composantes, et notamment sur la composante de l'AVS. Est-ce que la composante verticale, donc qui a une vitesse qui est systématiquement vraiment différente des vitesses horizontales, est-ce que c'est pas elle qui du coup qu'est-ce que ça induit sur les ondes de Rayleigh, parce que la question c'était sur les ondes de Rayleigh. Sur les effets de bord, donc, et là, en cas de débord ou non, c'est-à-dire identifier ce qui se passe quand on a une zone d'inclusion qui est plus grande ou moins que la voie ferrée ou pas, et qu'est-ce qui se passe lié aux effets de bord, donc à une éventuelle vitesse plus lente au niveau des bords de voie. Les effets aussi, alors ça je pense que c'est important, qu'on n'a pas regardé, c'est l'effet d'atténuation intrinsèque du sol renforcé. Parce qu'il y a eu une question au démarrage sur la toute première présentation de M. Giraud sur la question de est-ce que aujourd'hui on dimensionne pas, on se pose pas la question, si j'ai bien compris, du dimensionnement finalement sur les voies ferrées et de leur impact sur la vitesse des ondes sismiques. Et du coup, de l'impact de la vitesse des ondes sismiques sur la voie ferrée elle-même, en retour. Et en fait, on a, à ma connaissance, il n'y a pas eu d'accident, en tout cas sur le sol français, mais même, il n'y a jamais eu d'accident. Et donc, du coup, moi, je me pose la question quand même si finalement tout n'est pas... finalement, de toute façon, résolu par l'atténuation, parce que les milieux sont tellement atténuants dans les sols mous que de toute façon, l'amplitude, elle va être impactée par cette atténuation, même si on a des effets d'amplification liés à la vitesse du train. Et donc, du coup, ce serait peut-être intéressant quand même de regarder quelle est l'atténuation effective et comment est modifiée l'atténuation du milieu quand on a les inclusions rigides, qui, elles, sont moins atténuantes quand même. Et puis évidemment de multiplier la complexité, enfin disons augmenter la complexité de la structure, parce que là on est resté sur des milieux homogènes. Alors ce qui paraît intéressant quand même, c'est que dans cette étude, c'est que ce qu'on a observé à travers le banc MUSC à échelle réduite avec ces inclusions en aluminium, c'est qu'il y a eu finalement un résultat inattendu. Alors en effet, heureusement, on ne le retrouve pas dans l'étude paramétrique sur les cas réels, mais ça veut dire quand même qu'il existe des cas où l'homogénéisation, elle donne des résultats qui ne sont pas intuitifs
enfin maintenant, qui sera intuitif maintenant parce qu'on en connaît la raison, mais qu'on n'avait pas anticipé en tout cas. Et du coup, ça veut dire que ça paraît intéressant de continuer à regarder ce qui se passe quand on a des paramètres qui varient, pas seulement les inclusions, pas seulement leur dimension ou leur nombre, mais aussi justement quand la structure elle varie, qu'on a un remblai avec des inclusions rigides encastrées, pour être un peu plus réaliste comme ce que fait l'équipe donc avec les travaux de Sandra et ses collègues en centrifugeuse, là où vous êtes déjà dans des inclusions encastrées.